Mon Ferrier d'Orval, un passionné du droit, un passionné de son enseignement, mais aussi, et cela de plus en plus, un passionné d'Haïti. Nous avons tous en mémoire sa dernière déclaration d'amour. J'aime Haïti, je fais le sacrifice de ma vie pour Haïti. Il avait compris, comme il disait, que le pays avait besoin d'un changement radical. Il avait sans doute compris que certains étaient opposés à tout changement véritable. Pour lui, en tout cas, ce changement devait être initié à partir du changement profondeur et audacieux de notre charte fondamentale. C'était sa dernière bataille. Le maître vivra. Il nous revient de défendre la chronologie qui nous a laissé en héritage. Le changement constitutionnel avant les élections. Il nous faut au moins examiner toutes les audacieuses modifications qu'il a proposées dans le cadre de la rédaction de la nouvelle Constitution. Certes, Maître d'Orval a plaidé pour l'adoption d'une nouvelle Constitution, mais pas celle que veut nous faire avaler ce qu'on appelle depuis un certain temps la communauté internationale, via une de ses ambassades, ou via le BINU, ou encore le chien couchant OEA. Mais un acte à réaliser dans la plénitude de la souveraineté nationale, car le maître souffrait de constater que depuis un certain temps, les dirigeants du pays ne font aucun effort pour défendre la dignité nationale ou pour faire respecter ce grand peuple qu'est le peuple haïtien. Ici réside la vocation de l'élite intellectuelle, tel un chirurgien plongé dans la plaie purulente de notre société illégale, localiser et extraire le pus, soigner vigoureusement, rejeter les pansements artificiels, amputer s'il le faut. Un bistouri n'est pas fait pour caresser. La tâche est ardue et paraît décourageante. Les valeurs d'effort, d'intégrité sont comme des gouttes de pluie s'abattant sur un glacis, un béton surfacé par l'égoïsme, le matérialisme et pour beaucoup de jeunes, un nihilisme nourri par le désespoir dans le futur qui les pousse à se réfugier dans les paradis artificiels. Une averse qui ruisselle sur le béton pour aller se perdre dans les égouts. Le glacis paraît impénétrable, mais quelques jours après, par un interstice presque indécelable, pointe une petite herbe qui fera un grand acajou. Ainsi se comprend notre responsabilité au sein de l'université. Éveiller les intelligences, ne serait-ce qu'une seule. Les pousser au-delà de leurs limites, leur instiller le sens de leurs responsabilités et recevoir en remerciement leurs réussites qui nous font espérer à l'avenir. Là est la responsabilité du clerc, malgré le glacis, espérer l'interstice. Cet homme n'avait pas peur, et ceci était extraordinaire, quand on le rencontrait, il n'avait pas peur d'avoir raison, même contre une majorité. Car il refusait le consensus facile, car pour lui, le consensus est parfois une faiblesse de la raison. Il croyait en la fécondité de la pensée. Il croyait dans le pouvoir de la conviction,
quand elle est épaulée par la vérité. Par-dessus tout, il professait la primauté du droit sur la politique et il prônait les effets de l'excellence dans tous les domaines, en particulier le domaine de l'éducation, car il abhorrait la médiocrité comme étant un venin. Je voudrais apporter un témoignage personnel au faisceau de louanges déjà existantes pour glorifier sa mémoire. Il y a quelques années, en 2012-2013, j'avais été sollicité par le sénateur Dera, président du moment du Sénat, pour travailler sur 4 textes. La modernisation du règlement intérieur de la Chambre, la modernisation du règlement intérieur du Sénat et la préparation d'un document qui n'existait pas, à la grande stupéfaction des parlementaires, un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et enfin, la préparation d'une charte d'éthique et de déontologie à l'intérieur des parlementaires. J'avais la liberté, et c'était pour moi une condition sine qua non, la liberté de choisir mes collaborateurs. Et j'ai spontanément pensé à Maître Dorval, que je connaissais bien, pour avoir maintes fois collaboré avec lui dans le cadre de nos activités communes à l'université Quisqueya. Il a tout de suite accepté en insistant sur le fait que nous n'avions pas besoin d'autres collaborateurs, par exemple sous la forme d'une cohorte d'étudiants finissants. Et nous avons les deux travaillé pendant quelques 5 mois. Et ce fut une collaboration exceptionnelle avec cet homme. Nous étions d'accord sur la refondation de la Constitution, mais pour l'élaborer sur une base grâce aux mécanismes de fonctionnement, précisément ces mécanismes de fonctionnement que nous étions en train d'analyser, car nous pensions, malgré l'opinion que nous avions, que nous partagions sur bien des points, sur la structure et le rôle du Parlement, mais nous n'étions pas d'accord avec la manière dont fonctionnait le Parlement. Et nous avions la prétention de proposer un mode de fonctionnement qui finirait peut-être par affecter jusqu'à la nature même de la fonction parlementaire en laquelle nous croyons. Nous pensions que les parlementaires, le Parlement, que nous croyons tous les deux, nous étions d'accord sur ce point, qu'il devrait être bicaméral et pour des raisons particulières, que le Parlement représente un des points d'ancrage de la démocratie à construire et peut-être même un instrument de construction de cette démocratie. Et nous voulions écarter le Parlement de ce mimétisme dans lequel il était engoncé depuis sa création, car en 1804, Haïti n'avait pas de mémoire doctrinale concernant le droit. Et Haïti était obligé d'emprunter de ce qui se passait en France, surtout en France et aux États-Unis. Nous pensions donc que peut-être nous pourrions jeter les bases d'un constitutionnalisme haïtien capable peut-être d'inspirer d'autres formes de constitutionnalisme, particulièrement en Amérique latine. Et
nous avons travaillé, nous avons préparé les textes que nous avons remis au sénateur Dera. Malheureusement, je dois dire que le sénateur Dera a officiellement accepté les textes, au moins les 2 premiers, mais nous n'avons jamais entendu parler non seulement de ces 2-là, encore moins du texte concernant l'Assemblée nationale. Et je suppose que ces textes doivent dormir quelque part dans les tiroirs des 2 assemblées. Cela dit, je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Mais je voudrais peut-être solliciter la chaire sur le constitutionnalisme haïtien, demander à la chaire peut-être, n'est-ce pas, Maître Saint-Louis, qui me regarde avec un petit sourire entendu, demander à la chaire de reprendre ces textes et d'essayer quand même d'en faire quelque chose à la mémoire de Maître Montferrier d'Orval. Nous avons continué à nous voir, à nous rencontrer, en particulier lors des activités de l'Université Quisqueya, les activités de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme, et lorsque nous sommes sollicités pour participer à des conférences. Et je dois à ce moment-là, à ce moment précis, excusez-moi, porter un témoignage sur la valeur humaine et intellectuelle de Maître Montferrier d'Orval. Nous étions 3 panélistes, lui-même, Maître Samuel Madistin et moi, à une conférence, et je devais parler de ces incroyables amendements à la Constitution survenus en 2010-2012. Et Maître d'Orval de me dire, mais pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose sur les amendements? Je lui ai dit, mais pourquoi pas toi? Tu pourrais tout aussi bien le faire. Et il m'a répondu, non, parce que tu es plus avancé que moi dans ces recherches et moi, j'ai d'autres priorités. J'ai retenu son conseil et c'est ainsi que j'ai publié, sous les auspices de l'Université Quisqueya, le livre sur les amendements dans la tradition constitutionnelle haïtienne. Et vous le savez certainement, et je serais heureuse que vous vous en souveniez, que cette année précise, ce que Montferrier d'Orval m'avait dit comme étant peut-être son autre priorité, c'était le livre qu'il y a quelques mois, il a fait paraître, et dont le titre est « Le droit constitutionnel de la nationalité ». Et je recommande ce livre non seulement aux étudiants, aux professeurs, à tous ceux qui s'intéressent à la problématique de la nationalité haïtienne. Ce livre qui, je crois, mais il faudrait encore m'en assurer, est le dernier livre, la dernière étude qu'il ait publiée avant sa mort. Et Montferrier d'Orval, comme je l'ai dit, est un homme exceptionnel. Et des membres de sa famille nous pardonneront peut-être de ne pas trop chercher à sortir de cet homme qui préconisait, qui vivait une sorte d'intimité qu'il tenait à conserver. Peut-être d'autres collègues ici présents connaissent un peu la vie de Montferrier d'Orval. Moi, j'avoue que j'ai été surprise d'apprendre qu'il vivait seul, par exemple. C'est quelqu'un qui cachait, qui préservait son intimité d'une manière presque obsessionnelle. On ne savait pas. En dehors de l'univers universitaire,
on ne connaissait pas grand-chose de Montferrier d'Orval. Je dois dire aussi que, comme tout le monde, je regrette son départ. Et je suis, comme citoyenne, profondément horrifiée par la manière dont il a été sauvagement assassiné. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour nous appesantir sur cette manière avec laquelle, cette manière qu'on lui a imposée pour quitter le monde. Et me vient à l'esprit une parole de l'Afrique. Il y a un proverbe africain qui dit « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Nous n'avons pas enterré un vieillard car il est mort à 64 ans. Et sa bibliothèque n'a pas brûlé. Et je voudrais dire, cher maître, cher Montferrier, cette bibliothèque, tu continues à la transporter avec toi là où tu es. Et tu continues, je l'espère, à enrichir cette bibliothèque de tout ton savoir. Je voudrais te dire que non seulement nous ne t'oublierons pas, mais que nous essaierons, nous autres aussi, d'enrichir cette bibliothèque. Et quant à moi, je te remercie, car je crois que pour t'avoir rencontré, pour avoir travaillé avec toi, je serai certainement une meilleure professeure de droit constitutionnel. Pardonnant la perte incommensurable d'un proche, d'un ami, d'un professeur, d'un confrère, d'un citoyen au service de l'intérêt général, nous nous indignons de ce qu'une atteinte à la vie de bâtonnier est une atteinte à l'état de droit qu'il défendait si ardemment. Lorsqu'il a pris la reine du barreau de Port-au-Prince, il avait déclaré « Le bâton que je viens de recevoir du bâtonnier Saint Gaston m'autorise et m'oblige à protéger la profession et les avocats, à faire régner l'ordre au sein de la profession, mais aussi à veiller au fonctionnement de l'État et de la société. » Il se disait le bâtonnier de tous les avocats qu'il appelait à s'unir. Aujourd'hui, c'est nous qui nous unissons, notamment aux côtés des barreaux haïtiens, avec qui nous partageons des liens d'amitié de longue date, pour rappeler qu'il est nécessaire que toute la lumière soit faite sur ce crime et que les coupables ne restent pas impunis. Les barreaux du monde et organisations d'avocats internationales, à commencer par le barreau de Paris, se mobilisent pour rappeler l'importance de lui rendre justice, qu'une enquête indépendante puisse être menée, et ont co-signé une lettre ouverte au président de la République d'Haïti en ce sens. Nous souhaitons vous témoigner tout notre soutien. Le barreau de Paris est le frère du barreau de Port-au-Prince, dont nous partageons et soutenons les justes combats pour un état de droit. Et je suis très fier de l'avoir proposé au jury du prix Ludovic Traillivieux, qui a décerné hier au barreau de Port-au-Prince sa mention spéciale 2020 du plus célèbre prix international des droits de l'homme. Nos pensées se joignent aux vôtres. Olivier Cousy, bâtonnier de Paris. L'avocat du barreau de Port-au-Prince, au terme de sa carrière professionnelle, est toujours livré à lui-même. Cette réalité criante fit l'une des plus hautes préoccupations du bâtonnier d'Orval à un moment où la profession d'avocat s'est considérablement rajeunie et l'exercice pris en otage par toutes sortes de racketteurs. La commission sur la prévoyance sociale et la retraite des avocats et avocates était chargée de soumettre un plan d'assurance au Conseil de l'ordre la semaine succédant l'assassinat du bâtonnier. Au nom de l'État haïtien de droit, qu'il en avait fait son credo, le bâtonnier d'Orval tenait à la création d'une commission des droits et libertés des justiciables. Il avait mis en garde le président de cette commission contre toute initiative
de compétitivité avec les organismes militant dans la protection des droits humains, leur domaine réservé. Mais il était aussi d'avis que le barreau serait mieux que tout autre à même de comprendre davantage la problématique de violation des droits civils et politiques, des droits sociaux, économiques et culturels, mais également les droits de la génération et d'apporter les solutions idoines. L'avocat est d'abord le vir bonus discendi peritus. Cependant, il y a un temps que la facilité semble l'emporter sur l'effort d'atteindre l'estime de l'éloquence. Revenir à la pratique de bonnes expressions exige une réelle prise en charge des avocats, et ce, depuis l'école du barreau, à travers un véritable apprentissage de prise de parole en public. Ainsi, la mission de la commission de l'art oratoire était d'organiser toutes les activités visant le développement de l'art oratoire des avocats et avocates du barreau. Le bâtonnier d'Orval ne voulait que rien soit étranger à l'avocat du barreau de Port-au-Prince. Il le voulait au centre de tout. La musique, les danses sociales, le sport. Il répétait cette expression latine, mens sana incorpore sano. Aussi attribuait-il la présidence de la commission de la vie socioculturelle à un avocat éprouvé dans le domaine culturel et celle du sport, à un jeune avocat, joueur dévoué à l'équipe du football du barreau de Port-au-Prince qui participait depuis été 2009 à des compétitions internationales et régionales. Même si la corporation internationale demeure le domaine réservé du bâtonnier, répétait-il, mais il était plus utile de créer une commission de la coopération internationale dans la perspective d'assurer le suivi des engagements pris. Le bâtonnier d'Orval est ce genre de leader convaincu que pour atteindre un maximum de résultats, il faut déléguer et non vouloir accomplir toutes les tâches soi-même. Il s'était plutôt considéré comme le coach qui ferait fonctionner les 9 commissions techniques du barreau. Il est malheureux, mais c'est un fait. L'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval a consolidé les liens qui existaient entre les divers barreaux étrangers, les associations de barreaux et autres associations. Comme en témoigne d'ailleurs la lettre de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, CIB, portant la signature de 47 structures adressées au président de la République pour demander en substance la formation d'une commission d'enquête indépendante internationale en appui à l'enquête d'une commission de l'enquête judiciaire locale sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Mais il faut prendre pour acquis également que les nombreuses marques de solidarité exprimées aux membres du barreau de Port-au-Prince sont également le résultat de divers contacts établis par la commission de coopération internationale avec ses partenaires. Pour ce qui a trait à la commission scientifique, au lieu de trahir la pensée du docteur d'Orval à l'occasion de cette communication, je me contenterai de vous lire le passage relatif de son ultime discours de bâtonnier ce mercredi 26 août en la salle de conférence du barreau de Port-au-Prince. Il a écrit « Le droit n'est pas seulement une technique, il est aussi une science. En d'autres termes, il ne se plaide pas seulement, il est aussi réflexion, recherche, méthode. La dimension scientifique du droit n'échappe pas au barreau de Port-au-Prince. Ainsi, il a été maintenu avec de nouveaux avocats et de nouvelles orientations la création scientifique créée sous le bâtonnat de Maître Carlos Hercule, renforcée et développée par le bâtonnier Stanley Gaston. Cette commission aura à organiser des conférences, des colloques, à encourager la production d'ouvrages doctrinaux de droit, à continuer la revue La Bazoche, à aider à la production et à la transformation du droit. Il y a un résultat bien parlant, quoique posthume. Les démarches du bâtonnier Montferrier d'Orval auprès du rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour la création de programmes de maîtrise en droit, maîtrise en droit privé, maîtrise en création de programmes pénal, en criminologie, sont fructueuses. Monsieur le recteur, fils des hommes, en a fait l'annonce dans son éloge funèbre. Aussi, le bâtonnier martyr aura grandement œuvré à estampiller le barreau de Port-au-Prince du Sceau académique. Pour répondre à des préoccupations de l'heure, le bâtonnier d'Orval a eu recours à nombre d'entre nous, mais aussi sans distinction de génération pour intégrer les commissions ad hoc. Les commissaires avaient respectivement travaillé sur les décrets-lois portant sur le bail à usage professionnel, le crédit-bail, les régimes matrimoniaux, le droit des sûretés et sur les ordres professionnels. La 6e et dernière commission avait la mission de mener une étude
sur la relation des avocats avec la presse traditionnelle et numérisée. Les rapports de toutes les commissions devaient être présentés aux avocats et autres professionnels du droit ce mois d'octobre à travers la première conférence scientifique que le bâtonnier se proposait d'organiser avec son conseil de l'ordre. Je m'en voudrais de ne pas souligner à votre attention la célébration de la messe traditionnelle de commémoration de la mort d'Yves Elori de Kermentin, patron des avocats, le 19 mai 2020 à la Cour de cassation en plein Covid. Pour le bâtonnier, il y a des rendez-vous qu'on ne peut manquer sous aucun prétexte. Mesdames, Messieurs, en guise de conclusion, vous conviendrez avec moi que de telles initiatives en si peu de temps suffisent pour témoigner de l'engagement du bâtonnier Montferrier d'Orval à s'acquitter efficacement de sa mission, mais aussi et surtout à donner à la profession d'avocat une image dans la juridiction de Port-au-Prince dont elle n'aura pas à envier celle des barreaux étrangers les plus prestigieux. Le barreau de Port-au-Prince a donc un devoir de mémoire envers le bâtonnier Montferrier d'Orval. L'assassinat de Maître d'Orval, j'ai utilisé mon assassinat, mais j'avais envie de dire exécution. Osia a traversé le point, là, parler d'exécution, et j'assume. C'est une exécution qui nous attriste et qui nous révolte. Et comment maintenant oublier dans notre tristesse ce être exceptionnel, cette rectitude exemplaire, cette intelligence supérieure, mais aussi cette volonté irréductible, ce savoir immense, ce grand sens du devoir et cette grande disponibilité pour écouter et conseiller collègues et étudiants. Mais aussi pour être si actif dans les médias, pour faire entendre sa voix au plus grand nombre, en véritable intellectuel public, soucieux de partager sa science, de donner une large diffusion à ses idées, dans la tradition du philosophe allemand Habermas ou de l'américain Noam Chomsky. Il était soucieux de donner des outils de compréhension du monde juridique à ceux et à celles qui ont choisi comme profession l'information. Tout comme l'enseignement, les médias étaient pour lui un vecteur privilégié pour faire entendre sa voix. Et par un hasard incroyable, que seul le destin connaît, c'est ce média très écouté, Magic 9, qu'il a délivré le matin même de son exécution, l'un de ses messages les plus forts, qui restera à tout jamais comme un testament dans ce pays. Mais comment aussi accepterons-nous que justice ne soit pas faite et que l'appareil judiciaire, dans sa légendaire disposition à ne pas rendre justice aux Haïtiens, puisse laisser courir les coupables ou les protéger s'ils sont tout-puissants, ou même nous offrir en pâture des substituts de coupables. Tout a été dit sur Montferrier, en des mots éloquents. Et j'aurais un hommage particulier aux intervenants qui sont venus ce matin, qui ont trouvé les mots justes pour dire notre colère, notre révolte, et aussi notre désir d'une justice. Je retiens de tous ces témoignages et plus de paroles que la voix de Montferrier d'Orval, traversant la clameur assourdissante qui inonde la République à travers nos médias, portait une parole qui ne restera pas dans l'oubli. Alors qu'il exprimait sa déception, sa peine même, se référant à la direction du pays, lors de sa dernière intervention publique sur Magic 9, le jour de son assassinat, il disait, je cite, « Nous avons perdu la fierté d'être haïtiens. Les gens qui nous dirigent ne nous rendent pas fiers d'être haïtiens. » Eh bien, il ne se rendait pas compte, se disant, qu'il nous redonnait lui-même, par la solidité de son courage et la portée de sa clairvoyance, la fierté d'être haïtien. Enseignant, mais aussi avocat. Une profession apparemment très choyée par notre jeunesse, puisque 23 000 des étudiants de la plus grande université publique du pays sont inscrits à une faculté de droit, sur un total de 36 000 étudiants, 64% qui rêvent de devenir avocat. On peut se demander, dans l'exercice de cette profession périlleuse, comment il faisait pour arriver à transcender tous ces pièges
qui caractérise le métier d'avocat en Haïti et qui paradoxalement contribue à en faire en l'état actuel peut-être l'une des professions les plus pernicieuses contre l'état de droit, contre l'intérêt général, dans l'entretien de la culture de l'impunité. Comment garder un certain sens de l'honneur dans cette profession où magistrats debout comme assis se retrouvent le plus souvent couchés devant l'exécutif ou les forces d'argent, s'acharnant à travers dilatoires, manipulations, guerre de procédure, tractations souterraines à ravir aux justiciables la justice qui liège. Et c'est parce que la pratique de Montferrier d'Orval était arc-boutée à un socle d'exigences éthiques sans concession et qu'il souhaitait contribuer à rendre à la profession la noblesse qui lui est due. Ce pourquoi il s'est battu pour devenir bâtonnier. Son discours à l'occasion de la Saint-Yves, Madame le bâtonnier, patron des avocats, le 19 mai dernier, rappelait ses valeurs, et je vais citer, et ses règles éthiques de la profession d'avocat. L'honneur, la dignité, le secret professionnel, la conscience, l'indépendance, l'humanité, la loyauté, la modération, la délicatesse, la correction, la courtoisie et la confraternité. L'avocat est lié par l'éthique en tout temps et en tout lieu. Voilà son projet, Madame le bâtonnier. Voilà son projet, M. Gaston, son projet pour la profession. Mais par-delà le métier d'avocat lui-même, n'est-ce pas comme cela que chacun de nous devrait être un Haïtien total capital, dans le tracé du rêve et à la hauteur des sacrifices de ceux qui se sont battus pour nous léguer aujourd'hui une nation libre. La tête altière et haut des fronts, même étalée, sans vie et baignant dans son sang innocent. La tête altière et haut des fronts.